Bienvenue à cette séance d'information sur le maraîchage bio. Donc moi je m'appelle David, je travaille chez Terranvue depuis 17 ans maintenant. Je ne suis pas du tout juriste de formation, donc je ne vais pas vous abreuver de détails techniques juridiques. C'est plutôt essayer de vous faire des retours d'expérience de ce qu'on fait depuis maintenant avec Terranvue une dizaine d'années. Donc Terranvue, c'est un mouvement qui est composé à la fois de citoyens et d'agriculteurs, et dont l'objectif c'est de faciliter l'accès à la terre aux agriculteurs. Le cœur vraiment de l'activité, c'est une coopérative qu'on a montée qui achète des terres agricoles avec l'aide de l'épargne citoyenne, des gens comme vous et moi qui avons un peu de sous à mettre à disposition pour soutenir nos projets. On achète des terres agricoles puis on les met à disposition des agriculteurs sur du long terme. Donc évidemment, on s'est posé toute une série de questions par rapport à l'accès au foncier agricole. Et on est régulièrement confronté à des demandes de porteurs de projets, de propriétaires qui aimeraient bien trouver la bonne solution d'un côté comme de l'autre pour pouvoir démarrer leur activité. Donc c'est voilà, c'est un peu ça que moi j'avais envie de faire ce soir, c'est exprimer juste, bon, on n'aura pas beaucoup de temps, mais en quelques mots, quelles sont les différentes modalités en fait d'accès à la terre que vous avez devant vous quand vous devez négocier avec un propriétaire, ou à l'inverse quand vous êtes propriétaire et que vous devez négocier avec un porteur de projet. Quelles sont les grandes questions qu'il faut se poser. Voilà. Et puis avant ça, je voulais juste planter un tout petit peu le décor et passer à la première slide, sans vouloir trop non plus vous déprimer, parce que le sujet n'est pas glorieux, mais vous l'aurez compris, l'accès à la terre, c'est vraiment un problème assez épineux en Wallonie. En gros, hein, on se retrouve dans une configuration peu favorable, hein, où l'agriculture a très fort changé de visage sur les quelques dernières décennies, où on se retrouve avec en une génération un nombre d'agriculteurs qui est divisé par deux, un nombre de fermes aussi divisé par deux. L'âge moyen de l'agriculteur, il a doublé dans la même période, et puis la surface par exploitation, elle aussi, a doublé sur la même période. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une logique de compétition en fait, très forte sur le foncier agricole, avec des agriculteurs qui sont un peu poussés dans le dos à l'accroissement d'échelle et qui mettent donc une pression très forte sur l'accès au foncier. Tout le monde cherche des terres. D'autant plus que la politique agricole commune, comme vous le savez, elle subsidie à unité de surface. On cherche aussi à se créer un revenu au travers de l'accès à la terre. Donc, forcément, ça met une pression importante, avec une offre relativement limitée. On estime en Wallonie que c'est à peu près seulement 1% de la surface agricole utile qui est vendue chaque année, même si ça tourne relativement bien chaque année. Mais donc, ça veut dire que dans ce contexte-là, forcément, ben voilà, l'offre étant très faible, la demande étant très très forte, et les prix ont tendance à exploser. Ce qu'on observe par contre beaucoup plus récemment, c'est que ces prix suivent progressivement une courbe exponentielle. Alors, c'est à prendre évidemment avec des pincettes parce qu'il y a peu de chiffres exhaustifs sur le marché foncier. Il y a maintenant, depuis 2017, janvier 2017, un observatoire des prix qui a été mis en place par la région Wallonne qui permet d'avoir une certaine ouverture, une certaine fenêtre ouverte sur le marché foncier, mais c'est encore très peu fourni et puis il y a beaucoup de recul. Mais ce qu'on observe, nous, sur le terrain, c'est que vraiment, il y a une pression très forte, une explosion très forte qui est liée à toute une série de phénomènes, mais en particulier à l'intérêt croissant pour le foncier agricole par toute une série de gens, de sociétés, d'institutions et autres, qui n'ont pas un intérêt direct dans l'agriculture, mais qui le voient comme une valeur de placement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec en fait un capital d'exploitation qui est pour moitié au moins bloqué dans le foncier agricole. Donc ça pose évidemment des grosses questions sur l'avenir de l'agriculture. Avec des prix, si on devait donner des moyennes qui sont tirées de l'observatoire, qui deviennent complètement aberrants dans le sens où ils sont totalement déconnectés des valeurs agronomiques, puisque on peut planter des patates pendant longtemps avant de financer ce genre de montant à l'unité de surface. Donc voilà, pour planter un peu le décor, et c'est vrai qu'on est régulièrement appelé par les porteurs de projets qui sont démunis face à la question foncière, qui ne trouvent pas de terrain, et puis quand ils le trouvent, ça coûte trop cher. Alors, ici, on ne parle pas d'acquisition, du coup, on va parler justement de mise à disposition. On a créé en 2016 déjà un petit guide pratique, et donc tout ça est repris dans un petit guide que vous pouvez télécharger sur le site internet de Terranvue, qui vous permet de comparer les différentes options de mise à disposition qui existent. Avec ce petit guide, je vais vous montrer un exemple. Après, il y a aussi des exemples de contrats types concrets qui vous permettent concrètement d'aller remplir un bail à ferme, un contrat de commodat, une convention, etc. Le propriétaire.
avec toute une série à la marge d'options, de points d'attention. Vraiment un outil qui est conçu pour voilà, quand je suis novice, quand je dois faire attention, quand je rédige un contrat de mise à disposition, à partir du moment où je suis d'accord avec mon propriétaire, mon bailleur. Alors avant ça, évidemment, il y a une série de questions à se poser. Et c'est vrai qu'ici, moi, j'aime bien repartir du besoin en fait que chacun a au travers du projet de mise à disposition ou d'accès à la terre et de la question fondamentale qu'il faut se poser. Et donc, vous avez différentes cas de figure, différents scénarios en fait en fonction du besoin ou de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, dans la première partie, donc dans le haut de la slide, vous avez la posture du propriétaire avec des options qui seront différentes en fonction des intérêts. Alors, on parle de bail à ferme. Les propriétaires parlent de moins en moins de bail à ferme, en tout cas, ça fait de plus en plus peur. Le bail à ferme, je vais prendre le temps d'y revenir justement après, parce que moi, je considère que c'est quand même l'outil le plus sécurisant pour réaliser une activité agricole quand on n'est pas propriétaire, et qu'il a récupéré quand même un certain intérêt et un certain attrait suite à la réforme qui a eu lieu en 2019. Je vais en parler juste après. Mais donc, c'est vrai que le bail à ferme, c'est clairement une configuration dans laquelle on part sur une longue durée avec un agriculteur. Et la contrepartie, c'est qu'on en obtient évidemment un loyer, un fermage quand on est propriétaire. L'avantage du bail à ferme aussi, c'est qu'il cadre l'ensemble de la relation propriétaire-bailleur. On n'est pas dans une situation où on peut inventer un peu tout ce qu'on veut. La loi est impérative, elle s'impose à vous, que vous voyez ou non. Et tout est bien défini dans la loi. Donc, quelque part, pour chaque problème, il y a une solution. Alors, vous allez me dire, la jurisprudence et je sais pas, un télescope plafond, un truc comme ça, mais il y a plein de flou aussi dans la loi, ce qui fait que d'ailleurs la réforme était indispensable. Maintenant, on n'a pas tout corrigé avec la réforme. Donc la jurisprudence va continuer à monter jusqu'aux étages supérieurs. Mais néanmoins, il y a un cadre qui permet quand même de bien préciser les choses et de cadrer la relation, de prévoir les différents cas de figure. Je vais prendre le temps de parler de bail à ferme un peu plus longuement juste après. La deuxième option qui peut s'offrir à vous, c'est le commodat, que là, on se retrouve dans une situation où on est dans un contrat qui est moins engageant, dans le sens où on sort du cadre bail à ferme puisqu'il n'y a pas de loyer. Donc, vraiment, la condition sine qua non pour le bail à ferme, c'est le loyer. À partir du moment où il n'y a pas de paiement d'un fermage, on part sur des contrats qui sont gratuits et on ne rentre pas obligatoirement dans le cadre du bail à ferme. Donc ça veut dire que là, on est sur une relation de confiance. Le propriétaire est d'accord de renoncer au loyer avec la contrepartie, entre guillemets, qui est d'avoir une plus grande souplesse sur la durée de mise à disposition, qui est quand même souvent l'élément qui pose problème quand on parle de bail à ferme aux propriétaires, pour différentes raisons légitimes ou moins légitimes. Si on va un cran plus, si on devait les classer, on va un cran un petit peu en dessous, on tombe sur la convention d'occupation précaire, où là vraiment on met à disposition sa terre pour un projet avec la possibilité de le récupérer quand on veut. Le contrat d'occupation précaire, il est également gratuit, mais à la différence du commodat, il n'y a pas de durée qu'on détermine ensemble, propriétaire, bailleur. Et donc, en réalité, à tout moment, vous pouvez être dehors ou le propriétaire peut décider de reprendre son bien à n'importe quel moment. C'est la différence entre le commodat et la convention d'occupation précaire et gratuite. Dans les autres configuration, on a le bail de carrière qui est en fait une des déclinaisons du bail à ferme dont je parlerai un petit peu après, mais là c'est vrai qu'on s'engage dans un bail à ferme de plus longue durée avec la conviction que voilà, on est sûr que l'agriculteur va continuer son activité sur l'ensemble de la carrière. S'il est jeune, effectivement, on va jusqu'aux 67 ans, donc on est parti sur une relation vraiment de longue durée, mais avec la possibilité pour le propriétaire de majorer un peu le fermage, la durée étant ici plus longue. Dans les autres possibilités qui s'offrent aux propriétaires et aux porteurs de projets, il y a le bail amphithéotique ou le contrat de superficie, qui sont ici, c'est du droit réel, donc c'est l'idée vraiment de céder son droit de propriété pour une durée déterminée à une tierce personne. Dans le cas de l'amphithéose, on parle de minimum 27 ans. On parle maintenant de réformer l'amphithéose et donc de passer minimum 15 ans jusqu'à un maximum de 99 ans. Mais là, c'est vraiment l'idée de céder son droit de propriété. Donc, le preneur, le bénéficiaire de l'amphithéose, bénéficie de l'ensemble des droits qui sont liés au foncier, excepté évidemment celui d'aliéner le bien. Donc, la seule possibilité qu'il ne peut pas, c'est de prendre le bien. Il peut tout à fait construire dessus, enfin, ce qu'il veut, soulever, etc. Moyennant le paiement non pas d'un fermage, mais d'un canon, ici, une location annuelle pour bénéficier de cette
emphytéose. Alors évidemment, dans cette configuration-là, de nouveau, de la part du propriétaire, il y a vraiment une volonté de déléguer en fait complètement la gestion, voilà, le terrain à une tierce personne pour une durée évidemment très longue, et donc ça nécessite d'être relativement convaincu aussi par le projet, ce qui n'est pas évident à obtenir quelque part. Et alors la concession, ça c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup moins connu, en fait très mal connu en Wallonie, très peu utilisé, mais qui est plus la possibilité pour un pouvoir public, mais pas de pouvoir public ici, de céder à un privé pour des missions de service public une parcelle. Alors, quand on est porteur de projet, les questions se lisent un petit peu à l'envers, hein, quand on est dans le cadre du bail à ferme, on est dans la mouture où en fait on est professionnel, donc c'est-à-dire qu'on tire un revenu qui est lié à l'agriculture, et que quand effectivement on se retrouve dans cette logique-là et qu'on paye un fermage, de facto, la loi sur le bail à ferme s'applique, qu'on le veuille ou non, et donc vous rentrez dans ce cadre-là, dans cette case-là en tant qu'agriculteur, ce qui est évidemment le cadre prévu en fait pour cultiver la terre de manière professionnelle. Le commodat, mais nous on le conseille éventuellement quand soit il y a une fermeture complète de la part du propriétaire, et on peut évidemment le concevoir parce que avec toutes les dérives qu'a connu le bail ferme, il y a beaucoup de propriétaires qui ont vu des pas mûrs et qui ont été un petit peu dégoûtés du bail ferme et qui lui tournent le dos. Donc voilà, très souvent les porteurs de projet n'ont pas vraiment l'occasion de choisir autre chose que de ne pas signer de bail ferme, parce qu'on n'en propose pas. Et donc ce qu'on a tendance à dire, nous, c'est que eh bien, alors l'option à privilégier serait de passer sur le commodat. Donc, il y a l'avantage pour le porteur de projet d'être gratuit, mais où on a quand même une durée déterminée qui nous permet d'avoir quand même une certaine vision sur la durée pour développer son projet, puisque vous allez faire des investissements, vous allez, voilà, que ce soit des investissements économiques, mais que ce soit aussi des investissements dans la terre, l'amélioration de la terre. C'est important évidemment d'avoir une vision sur du plus long terme. On le conseille aussi dans une configuration de test. Ça peut être une possibilité aussi pour tester une relation aussi avec un propriétaire. Tiens, on essaye 2-3 ans de commodat, et puis si ça va bien, on évalue et on passe sur un bail à ferme. Voilà. Le contrat de culture, ça c'est une exception qui est liée au bail à ferme, mais qui permet de prendre, si vous voulez, en culture pour une durée de moins d'1 an, une parcelle pour une culture déterminée, une parcelle qui serait soit de propriété ou location d'un agriculteur qui va vous préparer le terrain à priori, pour vraiment une culture déterminée. Et là, on ne rentre pas dans le cadre de bail à ferme, il y a effectivement une location, mais on ne rentre pas dans le cadre de bail à ferme puisqu'on est sur une culture tout à fait spécifique de moins d'1 an avec une culture déterminée et préparée a priori par le propriétaire, même si dans la réalité, ça ne se fait pas comme ça. Pas par l'occupant, pas le propriétaire. Et alors enfin, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le contrat de bail classique dès lors que l'activité principale n'est pas une activité d'agriculture professionnelle. Donc ça veut dire que si vous avez un projet d'agriculture ou de ferme pédagogique ou faire de l'hypothérapie ou des choses comme ça, vous pouvez évidemment proposer à votre propriétaire de ne pas passer dans le bail à ferme et donc de passer dans une culture de contrat de louage classique qui est moins contraignante que le bail à ferme et qui fait moins peur et qui permet souvent au propriétaire de venir à la table des négociations. Voilà un peu les différentes configurations, qu'on soit propriétaire ou porteur de projet. Et alors, tu peux passer à la slide suivante qui va vous montrer, toujours inspiré de ce petit guide pratique, les avantages et les inconvénients des différentes formules et puis les principaux éléments qu'il faut avoir en tête, à savoir sous quelles conditions est-ce qu'on peut bénéficier de l'un ou l'autre contrat, quelles sont les parties prenantes forcément du contrat, la durée, le loyer, etc. Et puis une série d'appréciations qui vous sont données ici de manière synthétique, qui vous permettent voilà, de vous orienter un peu dans le choix en fonction des desiderata de chacun et des possibilités qui sont offertes par la relation que vous avez avec un propriétaire. Donc ça se retrouve dans ce fameux petit guide. Un exemple hein, concrètement de page, simplement pour vous montrer, vous illustrer simplement comment est-ce que c'est construit, ces modèles types de bouts selon différentes configurations qui nous permettent de remplir concrètement ici à gauche, et puis dans la colonne de droite, une série de conseils qui sont chaque fois donnés, des points de vigilance qu'il faut avoir en tête quand vous décidez de remplir le contrat avec la tierce personne. Alors,
sans rentrer dans la matière bail à ferme, mais pour vous présenter en quelques mots le bail à ferme et surtout son évolution. J'ai prévu deux, trois petites slides. Donc, le bail à ferme, c'est quelque chose de très vieux, hein, qui n'avait plus été réformé depuis je sais plus, 66, enfin, les années 60 ou 80, je ne sais plus. Et donc, dans le contexte effectivement d'explosion des prix du foncier agricole, les propriétaires ne s'y trouvent plus, les agriculteurs non plus, la relation de confiance est rompue, tout le monde essaie de le fuir. Enfin, les uns essaient de s'y accrocher, les autres essaient de le fuir. Et donc, la nécessité s'est fait ressentir à la fois du côté des syndicats agricoles, mais aussi des associations de propriétaires, de le réformer. C'est ce qui a été fait en 2019. Avec une série j'allais dire, de grandes avancées, enfin bon, pas vraiment dans l'ordre de la révolution complète, mais il y a des choses qui ont été modifiées et qui permettent vraiment, de mon point de vue, de tenter, en tout cas, de recréer une relation de confiance entre propriétaires et porteurs de projets et voilà, de réattirer l'attention sur l'importance de cette relation cadrée et bien construite qui permet d'envisager sereinement l'activité agricole et qui est nécessaire pour l'agriculture. Alors, les premiers éléments, alors, c'est quelque chose dans lequel nous, on a participé en tant que Terre avec une série d'autres associations au travers de la PFFA, qui est une plateforme sur le foncier agricole, qui a permis de nous faire entendre, nous, petites associations et syndicats minoritaires, dans cette grande réforme à laquelle on n'avait a priori pas été conviés. Voilà. Alors, ce que nous, on a défendu très, très fortement, c'est la question de la sécurité du preneur, donc vraiment maintenir cette sécurité, de ne pas affaiblir le statut du fermage complètement. Ça veut dire, en gros, continuer à travailler sur la longue durée. Jusqu'à présent, le bail à ferme était considéré comme étant à durée indéterminée, ce qui était vraiment une des grandes critiques du monde des propriétaires. Avec la réforme, il était recadré à 4 périodes de 9 ans, et puis qui se termine d'office aux 67 ans d'agriculteur. Le maintien de ce qu'on appelle la cession privilégiée, donc la possibilité d'avoir une continuité d'une génération à l'autre, qui est une possibilité offerte par le bail à ferme, donc de céder de façon privilégiée à sa descendance le contrat, sans obtenir l'accord du propriétaire. Il y a besoin de le notifier, bien sûr, mais il n'y a pas besoin d'avoir son accord. C'est quelque chose d'important, évidemment, pour envisager la transmission de ferme. Quand on sait qu'en Wallonie, une ferme est propriétaire à peu près seulement d'un quart à un tiers des terres qu'elle occupe. Hein. Donc, beaucoup de l'accès à la terre se fait par la location. Donc, il y a besoin, évidemment, d'assurer cette continuité dans la location. Le droit de préemption, qui est aussi un droit fondamental de l'agriculteur dans le contrat prévu au contrat de bail ferme, qui permet à l'agriculteur occupant les lieux de se substituer à un acquéreur potentiel dès lors que la parcelle est mise en vente, qui est évidemment quelque chose que nous on tenait évidemment à maintenir et qui permet éventuellement aux agriculteurs de racheter les terres qui seraient mises en vente. Et alors évidemment l'idée de plafonner les fermages et d'éviter l'envolée des prix. Les fermages sont plafonnés par une loi. Vous n'avez pas le choix de définir le montant de la location, ce qui est très souvent malheureusement peu respecté, avec, on observe dans des régions, des fermages multipliés par 3, 4, 5. Il me reste 2 minutes, c'est une excellente nouvelle. Je vais aller un peu plus vite. Et alors, dans les mesures qui ont été prises et qui sont entrées en vigueur beaucoup plus récemment, ici au 1er janvier 2021, ce sont toute une série d'incitants fiscaux qui ont été imaginés pour encourager vraiment les propriétaires à revenir à la table des négociations et à revenir au bail à ferme, qui est pour vous, en tant que porteur de projet, un argument quand même vraiment intéressant à présenter, qui est donc la réduction des droits de succession et de donation en fonction de l'âge du preneur. Donc plus vous êtes jeune, au plus vous pouvez négocier des taux réduits, de la même manière en fonction de la durée de mise à disposition et de la surface qui est mise à disposition. En gros, au plus la durée est longue, le preneur est jeune et la surface est petite, au plus vous pouvez, en tant que propriétaire, obtenir une réduction importante sur les droits de succession et de donation, ce qui est vraiment un argument fort pour aller titiller un propriétaire et l'encourager à repasser un bail à ferme. On peut avancer le coup. Je ne vais pas vous assommer avec toutes les nouveautés que vous retrouverez sur les slides que je suis sûr que vous allez avoir à votre disposition. Mais donc, en gros, j'ai parlé de la ouais,
2 minutes, c'est court, hein, c'est vraiment court. Donc, en gros, dans le bail à ferme, il y a différentes moutures, c'est quand même intéressant de le savoir. Donc, il y a la mouture classique, il y a la mouture bail de carrière qui vous permet donc de travailler pendant l'ensemble de votre carrière. Il y a la mouture longue durée qui peut être 18 ans et plus, donc une première période de 18 ans, ou la mouture 27 ans qui vous permet d'avoir une première période de 27 ans et puis de continuer par après. Et alors la réforme a apporté deux nouveautés qui sont le bail de courte durée, qui est de 5 ans, pour des motifs bien précis. C'est-à-dire, le propriétaire aurait par exemple un descendant qui a un projet agricole qui va être mené sur la parcelle, mais pas tout de suite, et donc entre-temps, il a à disposition d'un porteur de projet. Ça peut être pour attendre la fin des études d'un jeune, ça peut être pour attendre la fin d'une sortie de la division suite à un décès, etc. Et ce bail peut être renouvelé une fois, donc 2 fois 5 ans. C'est le bail de courte durée, qui est aussi quelque chose qui peut être envisagé avec un propriétaire. Et de même, pour la fin de la carrière, il y a le bail de fin de carrière qui a été inventé, une nouveauté de la réforme, qui permet à l'agriculteur de terminer sa carrière s'il ne serait pas arrivé aux 67 ans, alors même que son bail serait arrêté avant l'âge de la pension, dès lors qu'il aurait commencé son bail très très tôt dans sa carrière. Et puis un point qui pour nous était vraiment important, c'est la question de la possibilité, en tout cas, d'envisager de prendre soin de la santé du sol et de l'environnement, non pas en fragilisant vraiment le statut du fermage, en reportant toute la responsabilité sur l'agriculteur, et donc en permettant à n'importe quel propriétaire d'aller mettre toutes les clauses environnementales et de pouvoir surveiller derrière l'agriculteur. Donc on ne touche pas à la liberté de culture, ça c'est quelque chose d'important. Et pour certains propriétaires ou certaines configurations, alors on le permet. Terre-en-Vue n'en a pas la possibilité, mais par exemple, toutes les zones qui sont des zones de protection liées au captage d'eau, par exemple, peuvent être des zones qui sont sujettes à certaines clauses environnementales ou certains propriétaires, comme des gestionnaires de réserves naturelles, légitimement peuvent imposer certaines clauses environnementales. Donc, ça a été bien fait. Je ne vais pas m'étaler sur la suite, j'avais prévu de vous parler un petit peu de comment est-ce que Terre-en-Vue met à disposition des terres, mais on pourra en parler par après.